Alors, il a travaillé sur les questions de développement agricole, collaboré avec les instituts de recherche macroéconomique avant de fonder la chaire climat de l'université Paris-Dauphine où il a enseigné pendant 20 ans. Christian Depertuis est devenu l'un des meilleurs économistes du climat. Il est avec nous aujourd'hui. Je vous demande de l'accueillir. Bonjour, monsieur Depertuis. Comme vous voulez, soit là. Christian Depertuis, en 2023, vous avez publié, d'ailleurs, il était disponible, l'ouvrage « Carbone fossile, carbone vivant vers une nouvelle économie du climat » aux éditions Gallimard. Alors, les émissions de gaz à effet de serre du carbone vivant représentent un quart des émissions mondiales. Et pour vous, impossible de stabiliser le réchauffement climatique sans une seconde transformation de ce carbone vivant. Expliquez-nous. Bien, merci beaucoup. Je suis absolument ravi d'être avec vous ce matin. Merci de votre invitation. Je vais commencer par un côté un peu anecdotique. Ce matin, en arrivant le long du boulevard, j'ai vu une estafette Chronopost. Et il y avait un énorme logo sur l'estafette Logopost, biologistique. Et je me suis dit, non, attendez, quand même, Chronopost n'a pas commencé à biosourcer sa fabrication d'estafettes. Donc j'ai été voir le chauffeur qui était en train de... Il m'a dit, non, moi je livre des produits moins 30 degrés pour les pharmacies. Donc vous voyez que le terme bio est devenu tellement nombreux qu'on imagine que la bioéconomie est partout. Non, elle n'est pas encore partout. Alors, vous l'avez rappelé, lorsque on regarde les questions climatiques, l'objectif, il est clair, il a d'une certaine façon été rappelé par le Premier ministre la semaine dernière sur le perron de Matignon. Il faut arriver à stabiliser la dette climatique. Et stabiliser la dette climatique, ça veut dire tout simplement ramener le niveau des émissions brutes de gaz à effet de serre à la capacité d'absorption du CO2 de l'atmosphère. Ce qu'on appelle le net zéro ou la neutralité, mais les experts comme moi préfèrent le terme net zéro. Alors pour arriver à cette situation de net zéro, effectivement, il y a deux grandes transformations à opérer dans la société. La première, elle concerne le carbone fossile, puisque trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz, sont à l'origine de 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et par conséquent, on n'a aucune chance d'arriver à stabiliser notre dette climatique, c'est-à-dire au net zéro, sans totalement réorganiser le système énergétique qui, aujourd'hui, fonctionne à peu près avec 80% de l'énergie utilisée dans le monde qui vient de ces trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz. Pour opérer cette première transformation, il faut effectivement totalement bousculer le mode de fonctionnement de nos économies. Et en réalité, il faut introduire du rationnement. Il va falloir rationner trois produits pour les faire sortir du système. Et donc, il va falloir aussi désinvestir. C'est le problème des actifs échoués. Il va falloir enlever des actifs qui aujourd'hui sont utilisés pour produire ou consommer les énergies fossiles. C'est ce qu'on appelle couramment la transition énergétique. Alors, ce n'est pas du tout une transition, c'est une totale révolution. On est engagé dedans. Alors, je n'ignore pas qu'en ce moment, il y a quand même quelques craintes de ce que nos amis anglo-saxons appellent le backslash, c'est-à-dire, on voit bien que tant au niveau européen qu'au niveau français, il y a quelques hésitations, mais on voit bien que cette transition qui va nous sortir les trois fossiles du système énergétique, elle est amorcée, elle n'est pas au bon rythme. Et donc, il va falloir l'accélérer. Et pour l'accélérer, les économistes comme moi pensent que la meilleure façon, c'est effectivement de renchérir le coût des énergies fossiles. J'étais très frappé, les deux anciens présidents ont tous parlé du prix du pétrole. Bon, s'il y avait effectivement une bonne tarification du carbone, le prix du pétrole ne pourrait pas baisser. Bon. Voilà, si vous voulez, pour le carbone fossile. Mais évidemment, je pense que si vous m'avez invité ici, ce n'est pas pour parler du carbone fossile, mais plutôt du carbone vivant. Alors, c'est quoi le carbone vivant? C'est tout simplement
le carbone qui est capté par la photosynthèse et qui ensuite va être transformé de tout le long des chaînes de transformation, soit les chaînes de transformation naturelle, soit les chaînes de l'activité, avec évidemment au centre de cette transformation pour les sociétés humaines, les systèmes agricoles et alimentaires. Lorsqu'on regarde ce carbone vivant et tout son cycle, on s'aperçoit qu'un quart, alors je dis un quart, c'est à peu près un quart, parce que les mesures en matière de carbone vivant sont plus qu'incertaines. C'est de l'ordre du quart des émissions mondiales qui provient de la façon dont les sociétés utilisent le carbone vivant. En gros, vous en avez un peu moins de 15% qui sont ce que j'appelle les émissions spécifiques de l'agriculture. Les émissions spécifiques de l'agriculture, ce ne sont pas du tout les consommations d'énergie fossile par les agriculteurs, ce sont les émissions qui sont provoquées par l'impact des techniques agricoles sur le milieu naturel, et c'est principalement le méthane, le protoxyde d'azote, et puis éventuellement les relâchés du carbone naturel par notamment l'usage des sols. Et puis l'autre grande source de ces 25%, c'est le problème des forêts, plus généralement du couvert végétal, si on veut être exhaustif. Il y a un affaiblissement du puits de carbone forestier qui a une cause historique bien connue, qui a commencé il y a très longtemps, au XIe siècle en Europe notamment, qui est la déforestation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là on a un impact directement anthropique, mais, et c'est un point essentiel à mon avis pour la projection dans le futur, il apparaît de plus en plus que derrière l'impact anthropique direct, il y a une rétroaction climatique qui affaiblit la capacité de croissance des arbres et qui affaiblit leur capacité à stocker du carbone. Et cet effet non directement anthropique, cette rétroaction climatique, est à mes yeux un enjeu essentiel lorsqu'on se projette sur le carbone vivant. Car nous n'avons pas directement la main sur cette rétroaction climatique et donc il va falloir s'adapter. Donc voilà pour les 25%. Alors maintenant que j'ai décrit le paysage, je vais quand même un peu essayer d'aller plus loin en prospective. Évidemment, le fait qu'il y ait deux grandes transformations, carbone fossile, carbone vivant, ne signifie pas qu'on peut les faire indépendamment les unes des autres. Et le président vient de nous rappeler que lorsqu'on biosource de la chimie, on enlève du fossile. Donc on voit bien que carbone vivant et carbone fossile sont extraordinairement imbriqués. Néanmoins, je pense que la façon dont on les imbrique n'est pas tout à fait satisfaisante. Il y a deux écueils. Le premier écueil, c'est que c'est la vision sectorielle. Souvent, excusez-moi, souvent, les gens me disent, mais ta distinction carbone fossile, carbone vivant, finalement, c'est des secteurs. Il y a d'un côté le secteur énergétique, de l'autre côté le secteur agricole et le secteur forestier. Non, pas du tout. Le carbone vivant, fondamentalement, c'est aussi de l'énergie. Lorsqu'on produit des biens alimentaires, on est tout simplement dans le cycle de l'énergie primaire. Nous avons tous petit déjeuner ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a tout simplement rechargé notre capacité énergétique primaire. La meilleure preuve, la FAO calcule les rations alimentaires en kilocalories. Il y a un deuxième écueil qui est beaucoup plus courant, c'est que généralement, comme il y a d'un côté 70%, de l'autre côté 25%, on se dit il faut vraiment s'occuper du 70%, et puis après on verra sur le 25%. Et c'est un peu comme ça qu'on fait les scénarios prospectifs. Prenez le scénario de l'Agence internationale de l'énergie. Alors vous faites tous, vous imaginez, moi je m'intéresse au scénario net zéro, puisque mon métier c'est d'essayer de contribuer à stopper la dette climatique. On fait tout ce qu'on peut pour sortir les énergies fossiles, notamment on biosource un certain nombre de choses, donc on va déjà prélever de la biomasse supplémentaire, et puis à la fin il y a un solde qu'on n'a pas réussi à enlever. Et ce solde, comment on fait pour l'enlever? Eh bien, on va faire des systèmes à énergie, à émissions négatives. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va faire, par exemple, de la CCS sur des installations qui ont utilisé de la biomasse.
est-ce que ça fonctionne? Alors, moi, j'ai été demandé aux experts qui ont fait ces scénarios, est-ce que vous êtes bien sûr que vous allez avoir assez de biomasse renouvelée? Oui, on avait... Non, en fait, la vérité, c'est que très souvent, on se rend compte qu'on va demander au milieu naturel à la fois de stocker du CO2 par la croissance des arbres, à la fois de stocker du CO2 dans les sols, à la fois d'utiliser plus de biomasse dans les matériaux, et puis on va en plus... Et ça passe pas. Parce qu'effectivement, il y a des concurrences d'usage quand on se projette. Alors, vous allez me dire, les scénarios internationaux de l'Agence de l'énergie, ça ne nous concerne pas totalement directement. C'est la même chose lorsqu'on fait de l'exercice en France. La fameuse stratégie nationale bas carbone, alors je ne sais plus très bien où on en est exactement aujourd'hui, je crois qu'il y a un représentant du secrétariat ici, c'est vous, non? Oui, d'accord, mais je vous vois qui opinez bon, je vous connais, je connais Antoine, mais je ne vous connais pas vous. Hein. Bon, Antoine, c'est le patron de la structure. Alors, en réalité, la SNBC2, si vous voulez, à la fin, il faut stocker 80 millions de tonnes. Et lorsqu'on regarde comment on dit, en réalité, on y arrive sur un tableur. On n'est absolument pas sûr que le système naturel pourra fournir ces 80 millions de tonnes. Donc je crois qu'il y a effectivement un enjeu majeur à réévaluer dès aujourd'hui l'importance du capital vivant dans la transition climatique et plus généralement dans la transition écologique. Il me reste combien de temps? Il n'y a pas d'horloge dans votre salon? Un bon quart d'heure. Bon, ça va. Alors, je prends mes précautions parce que le risque qu'on prend quand on invite un universitaire, c'est évidemment qu'il soit trop long. Alors, je vais essayer de ne pas tomber dans le panneau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rehausser la transformation carbone vivant dans les stratégies climatiques et plus généralement dans les stratégies industrielles? Alors, le premier point qui me paraît fondamental, c'est que pour tout ce qui concerne le carbone vivant, que ce soit l'agricole, que ce soit la forêt, que ce soit l'océan, qui est un énorme puits de carbone dont on ne s'occupe pas du tout suffisamment, qui du reste pourrait être une ressource probablement, sur lequel, avec les algues, on peut... alors moi je connais des projets d'algues qui ne font pas de la chimie, mais on doit pouvoir faire aussi de la chimie avec les algues. Sur tous ces... je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, sur tous ces secteurs, il n'y a aucun sens à dissocier d'un côté l'adaptation au changement climatique, de l'autre côté l'atténuation au changement climatique avec la réduction des émissions. Si vous voulez avoir une politique vis-à-vis du secteur agricole qui fonctionne, ce n'est pas injurieux de dire que pour l'instant ça ne fonctionne pas très bien. Bon. Si on veut avoir une politique qui fonctionne vis-à-vis des agriculteurs, ne commencez pas par expliquer aux agriculteurs comment est-ce qu'ils doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et comment ils doivent changer leur métier, surtout si vous n'êtes pas vous-même agriculteur, parce que vous n'allez pas très bien vous faire recevoir. Moi, j'ai travaillé 10 ans dans le secteur agricole, 5 ans en Algérie, où j'ai fait ma thèse d'État, et 5 ans aux chambres d'agriculture, où j'étais, avenue Georges V, en face du Crazy Horse Saloon. C'était là où il y avait la réunion des chambres d'agriculture. Il faut évidemment partir du volet adaptation. Tous les agriculteurs aujourd'hui sont confrontés aux impacts du réchauffement climatique. Et pas seulement les vignerons, parce que les vignerons, c'est très anecdotique, c'est très plaisant de dire qu'effectivement, on va remonter les aires de production du vin, qu'aujourd'hui, au sud de l'Angleterre, on fait un équivalent champagne qui n'est pas tout à fait encore de la qualité, mais pas loin. Bon, non, la vérité, c'est que tous les agriculteurs, au nord comme au sud, moi, je suis administrateur d'une ONG de développement qui s'appelle AgriSud International. Aujourd'hui, notre premier problème sur les projets de développement, c'est comment renforcer la résilience par rapport aux impacts du réchauffement climatique. La forêt, je ne vous fais pas de dessin. En 2005, la forêt française stockait un peu plus de 40 millions... Non, pardon. En 2005, l'ensemble du puits de carbone français était à 45 millions de tonnes retirées de l'atmosphère. Depuis 4 ans, on est à 20 millions de tonnes. On a perdu pas loin de 3 fois
le niveau de 2005. Pourquoi? Ce n'est pas que la forêt continue à s'étendre en superficie, simplement la croissance des arbres est freinée par différents phénomènes résultant du réchauffement climatique que je n'ai pas le temps de développer. Bon. Donc si vous voulez avoir une politique de réduction des émissions nettes, donc de sauvetage du puits de carbone forestier, il faut évidemment faire de l'adaptation. Pareil pour les systèmes agricoles. Pour les systèmes agricoles, il faut construire des stratégies de résilience par rapport aux impacts du réchauffement climatique qui vont passer par des changements de techniques agricoles assez fondamentaux, grosso modo, qui vont passer d'un système où on utilise des intrants, notamment chimiques, on utilise des méthodes inspirées du système industriel, au détriment de la diversité du vivant, au détriment de la biodiversité, avec de la monoculture, etc. Et donc, la grande transformation agricole qui va venir, c'est de construire des systèmes agricoles qui utilisent la biodiversité. Autrement dit, il va falloir réinvestir dans la diversité du vivant. Et ce point est fondamental. Les rotations, la diversité du vivant dans les sols. Nos sols perdent en vivant, notamment par les méthodes d'agriculture industrialisée, et ce n'est pas rattrapable tant qu'on ne change pas les modes de production agricole. Donc je crois que le système agricole nous montre combien la prise en compte du vivant est importante, parce que ce n'est pas un changement de dose à l'hectare, ce n'est pas du tout comme pour le carbone fossile, enlever 3 produits, c'est réintroduire de la diversité dans le vivant, avec une complexité incroyable, parce que le vivant, il est extraordinairement complexe et on ne sait jamais très bien anticiper comment tout ça va fonctionner. Vous avez dans le vivant à la fois des effets de complémentarité, des symbioses qui sont majeurs, et puis vous avez des effets de concurrence et des prédateurs, etc. Bon. Voilà, si vous voulez, la transformation sur les systèmes agricoles. J'ai dit 2 mots sur la forêt. Je dis au passage que la question de l'océan est fondamentale et totalement occultée. Elle est fondamentale pour une raison assez simple. Vous avez dans l'ensemble de la biosphère terrestre à peu près 4 fois l'équivalent de la quantité de CO2 qui est dans l'atmosphère. Pour l'océan, vous êtes à 46 fois. Ça veut dire que si on n'est pas capable de protéger le puits de carbone océanique, on s'expose on expose surtout les générations qui vont nous succéder à des risques majeurs. Or, l'océan, c'est l'angle mort des politiques climatiques. Lorsque la France fait son inventaire des émissions de gaz à effet de serre, on fait comme s'il n'y avait pas d'océan. Lorsque, c'était à Dubaï, à la dernière COP, on fait le bilan sur l'accord de Paris, on fait comme si les océans n'existaient pas. Donc je pense que la question des océans et de la biodiversité dans les océans, des impacts du réchauffement climatique sur le fonctionnement de l'océan, c'est aussi fondamental et important. Alors la bioéconomie dans tout ça, c'est quoi? Et c'est là où je voulais en arriver dans mon propos avant de conclure. Je suis toujours dans les temps. Bon. Alors, c'est bon, on va y aller. La bioéconomie, vous l'avez abondamment dit les uns et les autres, ça commence par sourcer des produits d'origine biologique. C'est clair, c'est l'un des éléments constitutifs de la bioéconomie. C'est important et je pense que ce sourcing sera essentiel et de plus en plus complexe à cause des évolutions que j'ai décrites. Et croyez-moi, le système climatique, le système naturel, lui, continue à fonctionner, quels que soient les errements de nos attitudes à court terme, les difficultés politiques, les retards qu'on prend, etc. Le système climatique, lui, il continue à bouger. Et donc, je pense que la question du sourcing sera de plus en plus complexe. Il faudra faire des choix. On ne pourra pas tout faire avec le vivant. Vous avez dit, je ne sais plus quel est l'ancien président qui a dit, la bioéconomie, c'est un recyclage. C'est vous qui l'avez dit, je crois. La bioéconomie, c'est un recyclage par nature. Oui. Aussi longtemps que l'impact humain n'a pas tellement abîmé la nature que la régénération ne se fait plus. Ça rejoint un problème énergétique qui est souvent posé. Est-ce que l'usage du bois ou de la biomasse en énergie, c'est renouvelable ou pas? Moi, je dis toujours, la biomasse, c'est un stock
C'est un stock qui se renouvelle grâce à la photosynthèse. Donc la biomasse est renouvelable aussi longtemps que la photosynthèse est capable de régénérer la ressource. Sitôt que vous prélevez trop, vous n'êtes plus renouvelable. Et c'est le problème du bouclage des scénarios énergétiques. C'est votre problème sur la SNBC3, dont j'ignore si on en aura un jour une discussion publique, mais ce que j'espère quand même encore. Voilà. Donc ça, c'est le premier volet de la bioéconomie. Le deuxième volet, il est plus compliqué et plus subtil. C'est que si on veut effectivement réinvestir dans la diversité du vivant, il faut aussi réfléchir à nos processus de production et s'inspirer chaque fois qu'on le peut des processus naturels. Car la nature fait souvent des choses beaucoup mieux que les procédés humains. Alors c'est vrai pour l'architecture biosourcée, mais c'est vrai pour plein de choses. Et donc, je voudrais terminer en 2 mots sur la chimie végétale. Bon, alors moi, évidemment, je ne connais absolument rien à la chimie en général, et encore moins à la chimie végétale. Et dans les nombreuses études que j'ai faites ou dirigées à la chaire économie du climat sur effectivement ces questions-là, on n'a jamais osé rentrer dans la chimie, parce que c'est l'un des secteurs les plus complexes. C'est horriblement complexe, des courants dans la chimie, ça, vous avez des échanges dans tous les sens. Bon. Donc, avant de vous rejoindre, j'ai essayé de regarder un projet, et je suis tombé sur le projet de l'isobutène végétal. Donc je crois que vous êtes l'un des promoteurs, Monsieur le Président. Bon, alors, c'est évidemment comme ça que je l'ai pris, parce que j'ai tapé votre nom sur LinkedIn. Bon, donc, l'isobutène végétal, si vous voulez, bon, je pars du principe que tout le monde sait ce que c'est que l'isobutène, moi j'ai au moins appris un mot. Bon, l'isobutène, c'est en gros un procédé qui vous permet de fabriquer du mascara, des produits de maquillage très résistants, donc votre mascara ne va pas couler, ce qui est très important. Moi, je ne mets jamais de mascara, mais j'ai des filles, donc je sais qu'avec mes filles, qu'il ne faut pas que le mascara coule. Donc, lorsque vous avez de l'isobutène dans le mascara, ça ne coule pas. Et il est transformé à partir du sucre. Et comment? Non pas par un processus industriel classique, mais grâce à des bactéries qu'on a un petit peu, alors c'est un peu compliqué, je crois que vous avez mis 10 ans à trouver le procédé, au moins, bon, ça rappelle le temps long, qui est évidemment essentiel. Bon. Donc je trouve que c'est un formidable exemple de bioéconomie, puisque non seulement vous biosourcez le produit, mais vous utilisez ensuite des procédés qui sont effectivement des procédés qui non pas copient la nature, mais s'inspirent des qualités invraisemblables des bactéries qui peuvent faire énormément de choses. Vous savez que les bactéries, il y en a partout. Le poids total des bactéries, c'est supérieur à celui des mammifères. Et bon, des fois, ça vous colle quelques maladies graves, mais la plupart du temps, ça vous permet déjà de commencer de digérer. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Ça m'a beaucoup plu. Donc, je me suis dit, effectivement, au moins dans les gens qui m'invitent, il y en a qui font vraiment de la bioéconomie. Et puis, un autre truc qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai vu que votre projet, il est lié à une coopérative agricole qui s'appelle Cristal Union. Il est lié à un lieu qui s'appelle Bazancourt, qui est situé, je ne sais plus quel département, je ne sais pas si votre département, c'est la Marne, hein? Non, c'est la Marne, c'est ça, c'est de l'autre côté. Enfin, bon, on ne va pas chipoter sur les départements. Bon, on va dire, ça pourrait être dans votre département, voilà. Et il se trouve, mes amis, qu'il y a un peu plus de 25 ans, j'ai été invité à la sucrerie de Bazancourt lors de leur assemblée générale. Je crois qu'à l'époque, ils ne faisaient pas encore partie du groupe Cristal Union. Et j'ai un souvenir incroyable du président de la coopérative qui s'appelait Deban, un nom comme ça, un personnage assez emblématique qui est devenu ensuite le patron de l'Institut de Beauvais où j'ai donné quelques cours. Et Deban a commencé sa présentation en disant « Rappelez-vous, la création de Bazancourt, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout était rasé, les coopérateurs ont tous donné 1 an de leur production pour retrouver les moyens économiques afin de pouvoir sauver l'outil de production et redynamiser. » Et pour moi, ce discours rejoint au fond fondamentalement ce que vous êtes. C'est-à-dire que comme la nature, dans la nature, on a des phénomènes de coopération, des phénomènes de compétition.
Vous avez des symbioses qui font que des êtres aident les autres à croître, et puis vous avez des prédateurs. Vous avez des espèces invasives qui détruisent la biodiversité. Mais la complémentarité entre les... Et tout ça, ça veut dire que dans un monde de compétition, dans un monde de prédation, et Dieu sait si aujourd'hui nous avons des prédateurs autour de nous, vous l'avez rappelé, Madame la sénatrice, eh bien, la coopération entre des acteurs qui viennent de mondes différents, qui pratiquent des métiers différents, c'est absolument essentiel pour réussir le développement, pour donner effectivement une valeur à cet investissement dans la diversité du vivant qui en a bien besoin. Merci de votre attention. Merci Christian de Pertuis. Voilà, je vous ai préparé votre verre d'eau. Vous voulez bien rester peut-être, s'il y a des questions éventuellement ou des remarques, n'hésitez pas à interpeller sur... un micro peut circuler dans la salle. Est-ce que vous avez envie de réagir, même en réaction? Je vous ai vu, messieurs les présidents, très intéressés par ce qui s'est dit. Ne soyez pas timide. Voilà, madame, je vous en prie. Je vous laisse vous présenter, madame. Bonjour à tous, je suis Fadela Benabalji, je dirige une agence de communication qui est spécialisée sur le monde agricole qui s'appelle Ressources de la Nature. Et je suis également une ancienne journaliste. Bonjour Monsieur de Pertuis, moi j'avais une question toute simple. Est-ce que vous êtes optimiste? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on va y arriver à cette transition et à cette utilisation du carbone vivant? Est-ce qu'on va y arriver et quand? C'est la question que se pose le monde entier, madame. Laissez-moi terminer de boire, comme ça me permet de réfléchir. On a besoin d'être rassuré, monsieur de Pertuis. Bonjour, Christian Rivette-Sabatier. Attendez, on va laisser monsieur Pertuis répondre et ensuite... Je réponds à la première ou... Oui. Allez-y. Oui. Alors, j'ai pas de boule de cristal et je suis pas devin. Et de toute façon, lorsque vous avez des économistes qui pensent prévoir l'avenir, surtout les écoutez pas. Parce que, en général, l'avenir n'est jamais celui que disent les modèles économiques. Bon. Ce que je crois fortement, c'est que la transition énergétique, au sens de sortir des énergies fossiles, elle a démarré avec, au fond, une modélisation assez simple. Vous avez 3 produits qu'il faut sortir du système, ou marginaliser dans le système. Et on peut l'accélérer avec des méthodes économiques assez basiques qui consistent à donner une valeur à la tonne équivalent CO2. Tout à l'heure, lorsque votre président a parlé de l'impact économique, il a parlé de la tonne équivalent CO2. Et donc si on donne une valeur à la tonne équivalent CO2, et la meilleure façon de le faire, c'est de taxer le carbone d'origine fossile, vous allez accélérer. Le problème, c'est qu'on a un peu de mal à utiliser ces outils. Bon. Sur le carbone vivant, je pense qu'il y a une multitude d'expérimentations locales et une multitude d'innovations locales. Mais aujourd'hui, cette transition, on ne peut pas dire qu'elle est totalement démarrée au niveau mondial, certainement pas. Et même au niveau européen, on voit bien que le volet carbone vivant est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre que le volet carbone fossile. Et à mes yeux, alors il y a effectivement la complexité administrative que, évidemment, vous n'avez pas manqué de rappeler en tant que responsable d'entreprise, mais je pense que derrière la complexité administrative, il y a des problèmes beaucoup plus fondamentaux. Pour moi, le problème fondamental, c'est qu'il n'y a pas de sens à dissocier, pour le secteur agricole, adaptation et atténuation. Et tant que les politiques continueront à parler, et je ne le dis sans aucune... je n'ai pas de leçon à donner, si vous voulez, mais tant qu'on ne partira pas des problèmes croissants que rencontrent les systèmes agricoles ou les systèmes forestiers par rapport aux impacts du réchauffement climatique, on aura un phénomène de rejet énorme de la part des agriculteurs. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire lorsqu'on fait de l'économie en chambre, ce qui est vrai, mais je ne fais pas que de l'économie en chambre, la preuve, je suis avec vous ce matin. Et parmi les interventions que je fais, dans l'année, j'en fais au moins 15, voire 20, devant des milieux agricoles. Jusqu'à présent, je ne me suis fait jamais sortir de la salle, si vous voulez. Bien que je sois parisien, universitaire,
pro-transition énergétique, contre les glyphosates et pour une agriculture biogénérative. Mais je pars toujours de la question de l'accentuation des contraintes liées au réchauffement climatique, de la nécessité de l'adaptation, et donc, ensuite, on peut commencer le dialogue. Donc je pense que l'un des phénomènes d'accélération qui est devant nous, ce sera lorsque, dans le monde, on prendra compte qu'il faut partir des questions d'adaptation au réchauffement climatique en voyant à quelle rapidité maintenant les rétroactions climatiques rendent de plus en plus difficile le stockage de CO2 dans les systèmes forestiers et la poursuite des pratiques d'agriculture industrialisée qui ont été en gros le cœur de la révolution agricole au cours des 70 dernières années. On va prendre une toute dernière question, monsieur, rapidement, s'il vous plaît. Je vous laisse vous présenter. Oui, Christian Rivette-Sabatier, je suis professeur associé à Dauphine. J'ai travaillé avec toi, Christian, avec Philippe Chalmin. Donc, nous nous connaissons. La question est assez simple. Quand, quand vous nous parlez, en fait, d'une question qui est la réception de cette exigence de production de biomasse par le monde agricole et le monde forestier, il y a une première question qui se pose. Comment peut-on faire accepter, finalement, l'arrêt total des coupes à blanc, qui dans le fond productrice et génératrice de biomasse? Comment peut-on faire accepter par le monde agricole une réforme vers la permaculture au moment où finalement la question qui se pose, c'est la rentabilité des sols, et c'est une question importante. À cette question s'ajoute une seconde qui n'a pas été évoquée, qui est l'affectation de l'eau. Est-ce que l'eau va être affectée à la forêt et à l'agriculture, ou est-ce que l'eau va être affectée au refroidissement des data centers? La question est déterminante dans notre avenir. Merci pour cette précision. Ah oui, concurrence des ressources. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais la question de l'eau. Lorsque vous enlevez la matière organique des sols, vous réduisez la capacité d'absorption de l'eau. Donc, la bonne transition à faire, c'est évidemment de pratiquer des systèmes agricoles qui remettent de la matière organique dans les sols, et vous aurez beaucoup moins de difficultés face à la disponibilité en eau. Je fais 2 autres points rapides sur l'eau. Je ne répondrai pas à la première question parce que j'ai eu du mal à entendre. Bon, c'est pas que je me défausse, mais j'ai eu du mal à entendre. Alors, il y a un problème assez connu en France qui est la taille du maïs dans le sud-ouest. Bon. Moi, je ne suis pas de cette région, mais ma femme est bordelaise. Hein, et elle est née dans une ferme. Bon. Il y a des cultures qu'il va falloir déplacer, si vous voulez, ou remplacer. Hein. Et à la place du maïs, il faudra faire du sorgho ou d'autres choses. Mais Ça, c'est le point. Bon. Ensuite, dernier point, quel est l'impact du réchauffement climatique sur la disponibilité en eau? Ça, ce point est très important. Et je ne rentre pas dans les détails pour ne pas allonger démesurément. Globalement, le réchauffement climatique accroît la pluviométrie. Donc, le réchauffement, pour une raison simple, c'est que l'évaporation augmente à la fois en mer et sur terre. Donc, le réchauffement climatique ne provoque pas moins de précipitations. En revanche, la distribution des précipitations est totalement bousculée par le réchauffement climatique, aussi bien la distribution géographique que la distribution temporelle. Et donc, les systèmes agricoles, comme les systèmes forestiers, font face de façon croissante à une irrégularité et à une imprévisibilité des précipitations. Et c'est ce point-là qui me paraît majeur par rapport au phénomène de concurrence entre secteurs. Juste pour revenir à un exemple concret, AgriSud International, dont je suis administrateur, est engagé dans 18 pays au sud, dont le Maroc. Le Maroc a connu 3 années de sécheresse consécutives qui se sont arrêtées en 2023. Sur une partie des projets où on avait fait beaucoup d'agroforesterie, etc., on a perdu du capital et donc il faut repartir à zéro et donc trouver de l'argent. Je le dis au passage, au moment où le budget de la coopération a été réduit de 20%. Hein, donc, bref, je ferme la parenthèse. Et cette année, vous avez eu en 3 jours l'équivalent de la moitié de ce qui tombe dans une année complète au Maroc.
avec des dizaines de décès donc vous voyez que cette question de l'irrégularité des précipitations, c'est vraiment un point absolument essentiel, et c'est par ce type de problématique qu'il faut démarrer lorsque on veut construire des politiques agricoles qui fonctionnent. Cette fois-ci, j'ai terminé. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur de Pertuis. Je vous laisse rejoindre la salle. Monsieur, sur votre première question sur les pratiques forestières, on aura l'occasion lors du cocktail déjeunatoire d'échanger également. Et si Madame le sénateur reste avec nous, je suis sûre qu'elle aura des choses à dire. Allez, on va revenir sur un certain nombre de sujets stratégiques qui ont été évoqués ce matin avec notre table ronde. Avant-dernière séquence, je vous propose d'accueillir maintenant Audrey Lebars, Magali Jossel, Henri Bréban et Frédéric Jaubert. Merci de me rejoindre. Allez nous rejoindre, Magali Jossel. Bienvenue. Alors, on va discuter ensemble, tous ensemble, mais avant cela, on vous laisse quelques minutes introductives pour que l'on comprenne mieux ce que vous faites et vos enjeux. Audrey Lebars, vous voulez bien ouvrir le bal. Vous avez pris récemment les rênes du groupement d'intérêt public Chempark, qui contribue à la vitalisation économique du bassin industriel de Lac. C'est situé dans les Pyrénées-Atlantiques, en Nouvelle-Aquitaine. Expliquez-nous comment vous êtes passé d'anciennes friches industrielles à un véritable pôle d'industrie verte notamment. Oui, donc bonjour à tous. Donc déjà ravi et merci encore de cette invitation. Donc déjà juste pour expliquer ce que c'est donc le groupement d'intérêt public Chempark, donc on est un outil effectivement hybride, donc public-privé, qui a été mis en œuvre suite à la fin de l'exploitation gazière du bassin de Lac. Donc on est sur du gaz fossile et donc en 2013 donc le gaz fossile donc s'est arrêté, et ce n'est pas une pantalonnade. Il y a eu un choix stratégique de travailler sur une filière, enfin sur deux filières principales qui sont la transition énergétique, alors avec un sens un peu large, et la chimie verte. Donc ça a été un pari entre guillemets qui a été choisi, on va dire, par les industriels du bassin, mais aussi par les élus, régions, État, collectivités locales. Et puis donc voilà, donc on arrive maintenant sur un bassin industriel donc, qui est composé à peu près de 7500 emplois. Nous avons 4 plateformes industrielles avec des grands donneurs d'ordre. Donc on a forcément Total Energy, on a Arkema. Et puis, depuis quelques années, on a des petits poussés ou des petites start-up qui ont travaillé effectivement pour verdir entre guillemets la chimie. Donc collectivement, il y a eu un choix de mettre en place Chem Startup. Donc que nous on opère en tant que GIP, et on a 10 000 m² dédiés justement avec des labos chimiques pour permettre à des startups, des jeunes startups, de s'implanter, se développer. Et donc notamment on a M2I qui travaille sur des phéromones. Donc on a vraiment ce lien entre l'agriculture et la chimie, parce que là c'est de la chimie au service de l'agriculture. Donc on est un petit peu inversé par rapport à nos schémas aujourd'hui. On a également des startups comme Alpha Kiting qui travaille sur justement des phéromones. Alpha Kiting qui fait de la chitosane, excusez-moi, les phéromones c'était M2I. Qui travaille sur justement de la chitosane en vegan à partir de champignons, mais aussi à partir de larves. Donc il y a aussi un travail qui est fait là-dessus. On a Vertex Bioénergie qui font du bioéthanol, et on a énormément de projets qui sont en cours. Donc c'est pour ça qu'on parle de redynamisation du bassin de Lac, donc avec de multiples labellisations, territoire d'industrie, territoire d'innovation. On est ZIBAC, donc zone industrielle bas carbone. Donc on cumule les labellisations, mais qui nous permet aujourd'hui justement d'accueillir et d'avoir une véritable dynamique, parce qu'on a 3 milliards d'euros d'investissements qui sont prévus à horizon 2030 pour atteindre en fait 10 000 emplois industriels directs
aussi à horizon 2030. Donc effectivement, la personne de la DGE tout à l'heure a cité justement les projets qui arrivent chez nous, donc Biotijet, avec de l'électro-biokérosène, de l'électrométhanol. On a aussi Nacre qui va faire du bioéthanol deuxième génération, et puis beaucoup d'autres projets. On ne peut pas trop en parler parce qu'on est encore sous le degré de confidentialité, mais en tout cas on a vraiment des projets stratégiques qui arrivent. Et le gaz, ça continue quand même, hein? Mais le gaz, ça continue encore, effectivement, parce que le gaz en fait est encore extrait du gisement principal de Lacq, et donc ce gaz pour l'instant actuellement il est encore hors marché. Ça risque d'évoluer dans les quelques années, donc il y a un enjeu pour nous d'anticiper justement ces éléments-là. Donc on a ce gaz fossile et qui par contre ne rentre pas, on va dire, sur les canalisations marché, mais on est hors marché et c'est pour nourrir entre guillemets les industriels. Mais il y a même aussi sur ces utilités une volonté en fait de partir sur des utilités bas carbone, parce que les industriels clients de ce gaz fossile sont en train de, eux aussi, d'œuvrer un changement, une transition. Et donc, quelque part, ça nous entraîne à travailler sur ces sujets-là. Il y a des transitions qui se créent. Merci. Magali Jessel, bonjour, merci d'être avec nous. La BPI est un acteur incontournable, on le sait tous, du financement des entreprises, avec notamment son fonds SPI, qui soutient la phase d'industrialisation des technologies innovantes. Dites-nous en un peu plus là-dessus. Bonjour à tous, c'est mieux. Ravie d'être parmi vous ici avec beaucoup de têtes connues. Effectivement, le fonds SPI est une initiative de BPI France et de l'État qui n'a pas tout à fait 15 ans, elle, mais qui a bientôt une dizaine d'années, et qui est partie d'une idée assez simple qui consistait à dire la France a beaucoup investi dans ses politiques publiques de l'innovation. Vous évoquiez, Madame la sénatrice, le crédit impôt recherche, les différents programmes d'investissement d'avenir ont eux aussi beaucoup soutenu l'innovation, et il nous paraissait important, sur la base de cette innovation très dense, très riche, de pouvoir en faire quelque chose dans l'économie réelle, et donc d'accompagner la transformation de cette innovation en activité industrielle sur le territoire national. Et c'est de cette idée simple qu'est né le fonds d'investissement SPI en 2015, avec un premier fonds doté de 800 millions d'euros et un second que nous sommes en train d'opérer qui est doté d'1 milliard d'euros. Pourquoi ? Parce qu'une initiative publique de financement est apparue assez indispensable pour soutenir ces projets d'industrialisation de technologies innovantes qui présentent des caractéristiques au fond assez communes, quel que soit leur secteur, qui sont d'une part de nécessiter des financements importants, une mise de fonds importante. Il y a les investissements matériels liés à la première usine, il y a les premières pertes, le besoin en fonds de roulement d'entreprises de croissance. Il s'agit par ailleurs, et on y reviendra sans doute, de faire face à des risques nombreux, la fin du développement technologique, le risque de passage à l'échelle, est-ce que le grand fermenteur se comportera comme le petit, et puis des risques d'accès au marché qui sont en réalité assez importants, même si la demande de biosourcés est forte, et puis un temps qui est un temps long. Vous évoquiez le temps de l'innovation. Il est important sur ces technologies de chimie du végétal, de bioproduction, etc. Mais le temps de l'industrialisation est aussi un temps long. Donc en les cumulant, effectivement, il faut avoir du souffle. Et c'est vrai que ces caractéristiques d'intensité capitalistique, d'intensité de risque et de temps long ne sont pas exactement les caractéristiques que les fonds d'investissement privé recherchent en priorité. D'où cette initiative publique. Donc le fonds n'est pas centré, est généraliste sur toute l'industrie. Nous pouvons intervenir dans l'électronique, dans l'énergie, dans les matériaux, etc. Il se trouve que dès le départ, nous avons beaucoup œuvré sur le champ de la bioproduction, de la chimie du végétal, de la biochimie, parce que c'est un creuset absolument fabuleux pour cette thèse d'investissement qui consiste à amener à l'industrie des innovations. Et que la France a toujours beaucoup d'atouts dans le domaine, une R&D de grande qualité qui est portée par des biopôles, par des universités, qui est encadrée, épaulée par l'Association de la chimie du végétal, par des pôles de compétitivité, donc un écosystème très favorable à l'innovation et beaucoup de start-up dans ces domaines.
par ailleurs une matière agricole évidemment abondante, la France, premier pays agricole d'Europe. Des plateformes pétrochimiques, souvent des prises pouvant servir de terrain un peu privilégié pour accueillir ces nouvelles industries sans avoir besoin de reconstruire un environnement d'utilité, d'autorisation, etc. Enfin, en tout cas, qu'il facilite. Une énergie peu chère. Oui, normalement. C'est relatif. Voilà. Et puis une demande sociétale assez forte. Donc finalement, on a eu la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, de voir beaucoup de projets. On les a évidemment pas tous accompagnés, mais nous avons à ce stade investi dans 8 projets de bioproduction qui vont de Afirène sur la plateforme de Carlin avec Neoxy, à Nuvista Metex dont on reparlera sans doute, Microfit qui valorise des microalgues pour le marché des compléments alimentaires aussi, oui, et de la cosmétique. Lactips, alors on est sur la caséine animale, mais on n'est pas loin, pour des polymères biosourcés. Evertree qui valorise le tourteau de colza pour produire des cols biosourcés qui remplacent les formaldéhydes, par exemple dans les panneaux de bois de particules. Bref, une diversité d'entreprises et une très grande richesse dans ce secteur. Et vous êtes très actif pour les soutenir. Vous connaissez très bien ces entreprises. Merci. On va reparler effectivement, mais aussi de la limite parfois de l'investissement public. Henri Brévand, je rappelle que vous êtes chef de projet Pacte Vert et politique industrielle européenne à la Direction générale des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la place de la chimie du végétal dans la réglementation et notamment comment la nouvelle Commission européenne compte lui donner une place stratégique ou pas ? Il est branché. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis tout d'abord, bon anniversaire. Parce que on chantera tous ensemble. En tout cas, 15 ans sont le signe que effectivement, vous êtes inscrite déjà sur le temps long. Pour vous donner un petit peu le panorama réglementaire d'ensemble dans lequel s'inscrit la chimie du végétal, c'est le Pacte Vert européen. Et aujourd'hui, l'enjeu sur le Pacte Vert, c'est de transformer l'essai. Peut-être pour vous dire d'où on vient, j'ai beaucoup entendu là dans les interventions précédentes les alertes sur le fait que la transformation écologique, c'était une transformation systémique, holistique, des modes de production, de consommation. Et ça, la Commission a essayé de le prendre en compte en lançant il y a 5 ans ce Pacte Vert qui visait à faire une Europe net zéro en 30 ans. C'est-à-dire qu'un enfant qui a 5 ans aujourd'hui, quand il aura 30 ans, il sera dans une Europe qui n'émet plus, qui ne contribue plus à l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Et c'était un projet de société autant qu'un projet de croissance et un deal au sens propre avec les entreprises, avec les pouvoirs publics, avec les citoyens, pour trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'il y avait un mix équilibré de politiques publiques. Alors, il y a des marchés carbone qui ont été mis en place, un peu de réglementation, un peu de financement, et tout cela est encore en chantier. Pour être honnête, c'est encore en chantier. Il y a eu à peu près 70 législations qui ont été passées. Il y a des dizaines et des dizaines de négociations à finir, parfois potentiellement avec des difficultés de négociation, et on pourra y revenir. Et donc aujourd'hui, on est dans ce moment où il faut continuer à avancer, où il faut transformer l'essai, dans un moment qui est politiquement intéressant. La semaine prochaine, on saura beaucoup de choses avec les lettres de mission qui seront données aux commissaires européens, qui devraient être annoncées. On est sous présidence hongroise et on est dans un contexte global, il faut le rappeler, potentiellement d'élargissement de l'Europe à l'Est, avec des nouvelles terres agricoles, aussi pour les filières. Et donc il y a 2 enjeux, en tout cas quand on va à Bruxelles, on entend parler de 2 sujets qui résonnent énormément avec tout ce que vous avez dit, donc je ne serai pas trop long. Le premier, c'est comment on muscle le volet industriel, et le deuxième, c'est la simplification. Alors, pour muscler le volet industriel, c'est-à-dire avoir une industrie de la décarbonation et en même temps décarboner l'industrie existante en Europe, là on s'attend à un fil continu de législation européenne qui vont essayer d'améliorer l'existant.
Donc il y aura probablement un Clean Industrial Deal pour travailler sur le coût de la décarbonation. On s'attend à des textes sectoriels dédiés, donc, du coup, dans lesquels pourra peut-être s'insérer la chimie du végétal. Il y aura un texte sur la chimie, un texte sur la biotechnologie et un texte sur les médicaments critiques. Donc il y aura des moyens de s'insérer dedans. Et puis il y aura surtout la grande question, c'est est-ce qu'il y aura un choc d'investissement ? Mario Draghi a appelé à 800 milliards d'euros d'investissement. Et en même temps, il y a des alertes sur le fait que le fonds de relance n'a pas été totalement dépensé. Et donc ça, c'est la grande question qui en plus divise les Européens entre la position des pays nordiques et allemands et puis celle des pays du Sud, comme vous le savez. Et le deuxième axe un peu de certitude pour la suite, c'est la simplification. Ça, c'est vrai que la question nous qu'on se pose en tant qu'État, c'est, et on est 3 sur ce panel, c'est comment on fait en sorte que la réglementation, elle soit efficace, comment on fait en sorte que les incitations, elles marchent. Je crois que Laura Grisat a tout à l'heure rappelé tout le panel de réglementation qui vise à orienter le marché vers des comportements d'achat qui pourraient être favorables aux biosourcés, l'éco-conception de produits durables, le merit order dans la biomasse, il y a aussi les réglementations sur les déchets. Maintenant, il faut que ça marche. Pour que ça marche, il faut que les entreprises les adoptent. Et donc, on s'attend à un choc de simplification. Il devrait y avoir un vice-président dédié, peut-être une nouvelle catégorie d'entreprises, peut-être... alors ça va, je vais ouvrir une fenêtre que je vais refermer aussitôt, mais peut-être une révision de REACH, donc sur les produits chimiques, et une clarification sur les PFAS. Donc tout ça sont des choses qui sont dans les bacs de la Commission pour les prochaines années. Et est-ce que les membres vont réussir à faire consensus là-dessus ? Parce qu'il y a aussi une concurrence au sein de l'Europe. C'est effectivement la grande question, et il y a un consensus, j'ai l'impression que tout le monde a envie de la transition, mais là il y a un enjeu de leadership international, un enjeu de cohésion. C'est vrai qu'on voit d'une part des intérêts techniques qui sont divergents. Quand on négocie notamment les questions d'empreinte carbone, on est confronté à la question des mix électriques. Tout le monde aimerait prendre en compte l'empreinte carbone des produits. Et on le négocie d'ailleurs dans le cadre des objectifs pour 2040. Mais pour ça, il faut qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce qu'on prend ? Un mix français, un mix européen ? C'est pas forcément évident. Et puis, il y a des intérêts industriels aussi qui sont divergents. Et ça, on voit des risques de fragmentation assez importants. L'Allemagne, qui est conflictée avec son industrie chimique, on l'a vu avec les annonces de BASF en Chine. L'Espagne, qui est plus totalement sûre sur quel pied danser sur les véhicules électriques. L'Italie, également, qui s'ouvre avec beaucoup d'intérêt aux investissements chinois, alors qu'on essaye de faire une stratégie sur la sécurité économique. Donc il y a ce risque de fragmentation qui rend les choses pas faciles et qui du coup nous rend confiance sur le fait que si on arrive à délivrer le pacte vert et à livrer ce qu'on a essayé de construire pendant 5 ans, ce sera déjà énorme. Et tout ça sur un terrain géopolitique bien sûr instable. Merci. Frédéric Jobert, vous êtes secrétaire général adjoint à la planification écologique au CGPE, donc secrétariat général à la planification écologique. Ça a été évoqué par Christian de Pertuis. N'hésitez pas à nous donner un point sur les stratégies stratégie nationale bas carbone, mais aujourd'hui j'aimerais que vous nous parliez plus d'une analyse intitulée « Bouclage biomasse, enjeux et orientation » que vous avez diffusée en juillet dernier. Et quelle place justement vous accordez aux biomatériaux dans ces travaux de planification ? Parfait, bonjour à tous et merci de l'invitation. Donc effectivement, je représente le SGPE. Alors le SGPE, c'est quoi ? C'est l'équipe d'Antoine, effectivement, qui vous salue, bien sûr, Christian. Et Antoine Payon, qui a donc créé cette équipe il y a 2 ans dans les services du Premier ministre, et dont l'objectif, une équipe de 20 personnes, l'objectif est de contribuer
à l'instruction la plus indépendante, la plus objective, la plus rationnelle possible des décisions concernant la transition écologique qui sont en général toujours politiquement sensibles, techniquement complexes, etc. Donc on s'appuie sur tout le travail de fond qui est réalisé par mes collègues, dont beaucoup sont représentés dans la salle, et puis pour essayer d'aider le Premier ministre et son gouvernement à remettre en cohérence politique, avec un succès d'estime, on ne va pas se cacher, mais en tout cas c'est ça l'esprit que l'on poursuit. Alors mettre en cohérence ces politiques, ça veut dire beaucoup de choses, être en cohérence avec les objectifs, être en cohérence avec les moyens, et puis être aussi en cohérence avec effectivement les limites physiques qui sont les nôtres et qui s'imposent à nous et avec lesquelles on ne peut pas tricher. Une de ces limites physiques est effectivement la disponibilité de ressources en biomasse, la biomasse étant à peu près partout, dans tous les leviers de la SNBC, dans tous les secteurs, et donc évidemment un enjeu central en termes de bouclage physique et de cohérence et de réalisme de nos trajectoires. Et en l'occurrence, les calculs, et c'était l'objet de plusieurs publications, mais effectivement il y a une mise à jour en août, nos calculs montrent que si l'on continue comme ça, toutes choses étant égales par ailleurs, d'ici à 2030, nous consommerons en France plus de biomasse que ce que le système français, le territoire français est capable de produire, avec un décalage de l'ordre de 30 millions de tonnes sèches de biomasse, toute biomasse confondue, par rapport à donc c'est un peu moins de 10% de ce que la biomasse, de ce que le territoire français est capable de produire en biomasse. Alors, bien sûr, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes parce que c'est une approximation, c'est jamais le cas sur chacun des territoires, mais enfin, ça nous interpelle quand même et ça nous engage en matière de cohérence de politique publique. Je rappelle bien sûr que ces calculs sont encore une fois faits avec les chiffres de France Agrimer, ceux de l'IGN, de l'ADEME, de l'ensemble des administrations que je remercie. Alors, en même temps, ce résultat-là, il ne doit pas nous surprendre. Je crois que Christian l'a un petit peu évoqué. Pour que les ressources et les besoins s'équilibrent, encore une fois, les ressources en biomasse, elles sont complètement contraintes par les surfaces que l'on est capable de protéger et dédiées à la production de biomasse par photosynthèse, qui, elles, sont par nature contraintes, voire d'ailleurs plutôt en tendance à la baisse à cause de l'artificialisation et d'autres tendances. Et puis ensuite, la deuxième contrainte, c'est le rendement, c'est la capacité de ces surfaces à produire de la photosynthèse, produire par photosynthèse de la biomasse chaque année, qui sont elles aussi contraintes par bien sûr nos pratiques et puis le contexte pédoclimatique qui s'impose à nous. Donc ces ressources, elles sont contraintes avec plutôt des tendances à la baisse, puis à l'inverse, les besoins en bioénergie, en biomatériaux, en biogaz, en biosolutions, en bio, tout ce que vous voulez, avec le mot bio est effectivement un petit peu chargé, a tendance à augmenter, et heureusement, parce qu'il s'agit effectivement de nous désintoxiquer de la matière fossile. Donc vous avez des ressources qui sont globalement stables, des besoins qui augmentent, à la fin, c'est pas étonnant qu'on croise les skis. Alors bien sûr, ce constat, il faut le raffiner, le préciser, savoir dans quel territoire, quel type de biomasse, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons collectivement créé ce groupement d'intérêt scientifique, le GIST, que l'on a évoqué tout à l'heure, et qui va nous permettre de disposer de données beaucoup plus solides et sérieuses, et précises et actionnables que celles que nous utilisons à ce stade. Alors en quoi ça nous engage maintenant, et je terminerai là-dessus. Donc les travaux du coup que nous essayons de poursuivre au sein de l'ensemble du collectif interministériel, c'est d'abord de poursuivre des politiques dites sans regret. Et on les oublie un peu souvent, mais il y a quand même des moyens, alors, pas toujours à l'échelle, mais pour essayer de combler ce déficit-là. Le premier, c'est assez logique, c'est évitons de gaspiller la ressource. Donc des politiques d'efficacité énergétique, par exemple, des politiques de circularité, ça a été évoqué, je crois, mais on peut parler de circularité, de complémentarité, d'usage en cascade. Donc une ressource peut être utilisée dans certains cas, certaines conditions, plusieurs fois. Ça, c'est sans regret. Alors ça peut coûter de l'argent, c'est pas toujours rentable. Encore une fois, ça nous permet de trouver des marges de manœuvre et de libérer de la ressource. Des politiques qui nous permettent de produire plus de biomasse, toutes choses étant égales, toute ambition relative, mais donc des pratiques agricoles qui nous permettent de protéger la résilience du système, des pratiques forestières qui nous permettent d'accompagner la régénération des forêts, tout ça, donc des politiques qui nous engagent et qui, quelque part, sur lesquelles on a trouvé un consensus. Puis ensuite, le deuxième volet, et c'est celui que vous évoquez tout à l'heure, c'est de gérer la pénurie, c'est donc pas le bon mot, mais en tout cas la rareté de cette ressource-là, et donc de se mettre d'accord collectivement, nous, citoyens de cette République, sur quelles sont nos priorités
en matière d'usage de la biomasse, ressource essentielle, renouvelable, importante et néanmoins rare et finie. Et donc, quelles sont nos priorités? D'où l'importance de désigner, de dessiner ce merit order, cet ordre de mérite, dont on a effectivement communiqué une version à date, et qu'on doit approfondir, qu'on doit mettre à jour, qu'on doit poursuivre, sachant que le diable étant évidemment dans les détails. Et puis ensuite, je ne pourrais pas en dire un mot, une fois qu'on a ce merit order, il faut ensuite construire des politiques publiques qui nous permettent de le respecter. C'est-à-dire, une fois qu'on a produit une slide PowerPoint, on n'a pas fait grand-chose. Il faut ensuite balayer l'ensemble des politiques publiques, de subventions diverses et variées, de fiscalité, de tout ce que vous voulez, pour le mettre en vigueur, entre guillemets. Et c'est ça la difficulté. Oui, c'est une difficulté, beaucoup de travail. Merci pour cette première partie introductive qui vous a peut-être inspiré des questions. Je vous propose de les réserver après notre échange où on prendra quelques questions en fonction du temps. Audrey Lebars, votre capacité à anticiper a été l'un des succès de Chempark. Aujourd'hui, quels sont les freins que vous devez lever pour ces 15 prochaines années? Je crois que vous avez travaillé sur une feuille d'orientation pour les années à venir. Oui, effectivement. Donc bon, Chempark, ça a toujours été sa façon de travailler, c'est d'anticiper, d'essayer d'anticiper le futur, bon ou pas bon, et être vraiment dans cette stratégie-là. Excusez-moi. Je pense qu'en fait, avant, quand on voulait accueillir des entreprises il y a encore quelques années, je pense qu'on regardait deux choses, c'est-à-dire on regardait le foncier. Et à la fois, chez nous, il y en avait parce qu'on était couvert de friches, donc on avait du foncier. Et puis, quelque part, il fallait que le porteur de projet soit motivé et puis qu'il y ait des financements publics. En gros, ça s'arrêtait là. Là, on voit bien que la stratégie d'implantation des entreprises, désormais, et je pense que ça a été accéléré ces dernières années ou même ces derniers mois, c'est qu'on demande en fait beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que on a le foncier, donc ils viennent, il y a un écosystème, donc c'est bien, on a l'employabilité qu'on essaie nous de convertir, parce qu'on parle beaucoup de capital nature, on ne parle pas beaucoup de capital humain, et ça je pense que c'est aussi un des gros enjeux aussi pour demain. Mais derrière maintenant on parle d'électrification, de raccordement RTE. On demande en fait presque une programmation du territoire, d'anticipation, pour dire que monsieur Élise Énergie, monsieur Nacre, vous voulez venir sur le territoire, vous êtes intéressé par le territoire, mais nous, quelque part, il faut qu'on arrive à programmer, à planifier, à anticiper. Et là, maintenant, c'est presque un rôle de lobbying qu'on fait auprès d'RTE, auprès d'Enedis, auprès des cellules biomasse qu'il y a dans les régions. On essaie d'anticiper aussi sur les structurations de filières. Tout ça parce qu'on sait très bien que de toute façon, notre territoire, il ne va pas être au rendez-vous si on veut arriver là-dessus. Quand on parle de biomasse, notamment spécifiquement sur ce dossier-là, nous, c'est plus d'1 million de tonnes par an qui vont être consommées si on veut arriver à accueillir les 3 milliards d'euros d'investissement identifiés. Et on est sur de la bioéconomie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Là, par exemple, chaque porteur de projet, et on les accompagne, c'est vraiment du quotidien, on y était encore là-dessus hier soir, et bien chacun, on leur demande de faire un plan d'approvisionnement. Ce sont des porteurs de projets industriels. Il faut qu'ils fassent des accompagnements, des plans d'approvisionnement à chacun avec des méthodologies différentes. Et après, à un moment donné, c'est comment, en fait, c'est articulé du niveau européen, national, régional. Et c'est ce lien-là. Et là, pour le coup, on parle de vallée de la mort dans l'innovation. Nous, on est dans une vallée de la mort au niveau territorial, sur des planifications et sur les besoins de ressources eau aussi. Parce qu'on on travaille sur des water loops, on essaie d'anticiper, et grâce à ZIBAC, zone industrielle bas carbone, ça nous permet en fait d'avoir de l'ingénierie pour accompagner et pour être sûr qu'on soit au rendez-vous. Donc on est accompagné quelque part sur des dispositifs financiers pour anticiper, mais ça ne suffit pas. Et c'est vrai que les porteurs de projets se retrouvent presque à faire de la planification politique, publique, sur des sujets, parce qu'en fait, ils sont tellement dimensionnants qu'on est obligé de travailler en anticipation avec eux, avec les services forcément de l'État, les DREAL, les préfectures, pour justement être au rendez-vous. Ouais. Donc c'est vraiment un peu tout ce travail-là que nous, on fait collectivement pour qu'on soit là demain. Donc on a travaillé effectivement sur une feuille de route, et cette feuille de route, quelque part, c'est un peu la démarche aussi de territoire d'industrie, c'est
en fait, de faire de l'ascendant. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que ça soit du descendant et on essaie de faire de l'ascendant. Donc notre feuille de route, on l'a partagée avec tous les acteurs locaux et l'objectif, c'est de la faire partager, alors, pour nous au niveau régional, voire national, en fonction des gros projets, pour justement dire attention, nous on a regardé ça, et donc cette feuille de route, on intègre effectivement, continue sur la question de la structuration de la filière. On va travailler de plus en plus aussi avec le monde agricole. D'ailleurs, il y a un représentant d'Euralis que je salue ici dans la salle, coopérative agricole, chez nous. On essaie de travailler justement pour bâtir quelque chose qui va être vraiment structurant pour demain. Et c'est cette façon-là en tout cas, le résultat qu'on peut avoir aujourd'hui, on veut essayer de le continuer. Mais c'est entendu sur le manque de simplification, très clairement, sur lequel vous vous confrontez. Juste en quelques mots, quel dispositif d'accompagnement public, notamment financier, la BPI est un de vos partenaires, sont encore à créer, selon vous, pour accélérer et faciliter les choses? Alors, si on est sur le volet innovation, et je parle potentiellement des startups industrielles, donc il y a eu des nouveaux dispositifs, on va dire par exemple Première Usine, les appels à projets Première Usine ont permis vraiment d'aider, on va dire, des implantations et de franchement accélérer la partie startup industrielle. C'est vrai que là, on se rend compte que les startups industrielles, et notamment dans le monde de la chimie verte, chimie du végétal, c'est des fois assez long, parce que quelque part, ils sont confrontés aussi sur la question des réglementations. C'est-à-dire que la petite case, elle n'existe pas des fois au niveau européen. Il faut qu'ils se battent pour changer peut-être la réglementation, la redescendre au niveau national, et avant de la descendre. Et là, c'est vrai que pendant cette période-là, où la première usine va pouvoir être bâtie, quelque part, l'entreprise en gros, ne génère pas de chiffre d'affaires. Et c'est là où, en fait, on parle de vallée de la mort, on parle de ce projet-là, on ne l'a pas. Et le capital risque, on va dire les investissements privés, pour le coup, alors je reconnais le travail de BPI parce qu'il y a vraiment un accompagnement, enfin moi je le vois au quotidien, mais c'est vrai que le capital risque, quand on est même territoire d'innovation, qu'on a une labellisation, Banque des territoires, ils sont un peu plus frileux que BPI. Bon, peut-être que c'est pas aussi leur ADN. Donc, on a cette problématique-là. Et c'est vrai que le capital risque privé, on est peut-être moins performant que certains pays, oui. Voilà, européens. Je vous laisse réagir, Magali Jecel. Où est-ce que le bas blesse sur le financement au stade du démonstrateur industriel? On l'a dit précédemment. Est-ce que les conditions de financement ne sont pas trop finalement contraignantes, notamment quand on impose parfois le type de biomasse? Alors, je pense qu'on a un sujet de financement des startups industrielles, quel que soit leur secteur d'activité, malheureusement, et qui se vérifie particulièrement dans le domaine de la bioéconomie. Alors, effectivement, BPI France est très impliqué par la diversité de ses outils, par sa présence sur le territoire. Le fonds SPI, dans son deuxième millésime, a créé la faculté à aller un peu plus tôt dans l'accompagnement des startups industrielles, en investissant également sur des projets de démonstrateurs qui sont absolument fondamentaux pour cette filière de la bioéconomie. On ne fait pas une usine sans démonstrateur dans le domaine de la chimie du végétal. Le truc, c'est que BPI France peut faire plein de choses, mais BPI France ne va pas nationaliser l'économie. Donc, nous devons avoir des investisseurs privés à nos côtés. Et je dois dire que, ça fait 10 ans maintenant moi que je travaille cette thèse, ces investissements, le développement de ces startups. Je crois qu'on est dans le plus mauvais moment, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a fait 10 ans d'acculturation. Pourquoi c'est important de reconstruire des positions industrielles en France? On est parti de là, il y a 10 ans. Tout le monde disait, mais vous n'êtes pas un peu dingue, des usines en France? Bon, ça, c'est derrière nous, c'est bon. Mais ensuite, quand on rencontre des investisseurs privés, si je suis un peu schématique, ils nous disent « j'adore ce que vous faites, surtout continuez ». C'est quoi le problème ici? Où ils nous disent « oui, moi j'adorerais financer le développement d'usines, mais à condition qu'elles aient déjà du chiffre d'affaires ». Oui, mais alors, voilà, bon. Je pense qu'il y a deux niveaux de difficulté. Le premier, c'est que ces projets d'industrialisation, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit sur le risque, le temps, le côté capitalistique, qui sont toujours là, bien sûr, 10 ans après, qui seront encore là dans 10 ans. Mais au-delà de ça, ce sont des projets, et vous l'avez dit, madame, qui sont extraordinairement complexes.
extraordinairement complet en réalité, qui nécessite une implication des territoires et des acteurs du territoire qui soit remarquable, qui nécessite des efforts de qualification, de sourcing, de sécurisation de la ressource qui ont été bien décrits, qui nécessite de l'agilité dans les déploiements industriels eux-mêmes, qui nécessite la conviction des grands donneurs d'ordre clients qui tous veulent du biosourcé, mais qui veulent être sûrs que la start-up en question va durablement pouvoir leur apporter les produits. Donc, ce sont des projets très complexes. Et donc, je pense qu'il y a une vraie question d'envie, de capacité, de formation des investisseurs pour qu'ils s'approprient la complexité de ces projets. De compréhension des enjeux. Exactement. Voilà. Et puis, le deuxième grand enjeu, c'est l'orientation finalement de l'épargne, de la ressource, des financements vers des fonds d'investissement qui aient envie de se donner la peine justement de comprendre et d'accompagner ces projets. Et c'est vrai que l'État a lancé par l'intermédiaire de BPI France le Fonds national de venture industrielle, qui est une action de fonds qui vise justement à aider des fonds d'investissement privés à trouver des souscripteurs. Et les quelques fonds qui se montent sur ces thématiques ont du mal, eux aussi, à aller chercher les grands souscripteurs privés, institutionnels, etc., qui pourraient accompagner ces thèses. Donc, il y a encore beaucoup à faire dans la formation du monde du capital investissement, mais aussi en orientant, sans doute par des dispositifs de politique publique, davantage les financements vers ces enjeux stratégiques industriels. Merci d'avoir soulevé ce point. Et pourtant, on l'a dit aussi tout à l'heure, la qualité de la R&D en France est excellente. Henri Bréban, vous parlez-vous sur le sujet de l'innovation d'un paradoxe européen? Alors oui, effectivement, ça a été évoqué, je crois, au début de notre journée, ce paradoxe européen d'une science excellente qui a du mal à se transformer et qui se perd au milieu de la vallée de la mort. Je trouve que c'est un peu une mythologie aussi, puisque ça fait quand même 20 ans qu'on fait des choses pour essayer de développer des Silicon Valley en Europe, pour essayer de structurer des écosystèmes de manière extrêmement sophistiquée, appréciée, co-construite. Donc c'est un constat qui est je trouve, sévère. La réalité, c'est qu'on ne peut pas nier, et le livre blanc le dit très bien, que la recherche et les réussites, surtout en biotechnologie, elles accélèrent aux États-Unis, qui représentent, je crois, 40% des brevets déposés. Et en fait, c'est un constat qui est valide toute technologie confondue. Les États-Unis, c'est 3,4% du PIB investi en recherche. En Europe, on est au-dessus de 2%. C'est valable, quelle que soit la métrique qu'on regarde. Vous avez, sur le classement des universités, sur les chercheurs, en Chine, il y a 3 millions de diplômés en sciences par an. 3 millions. Et la recherche qui rédige, c'est une recherche qui est, au début, on pouvait décrier comme de moindre qualité, mais qui en fait aujourd'hui atteint les standards académiques mondiaux. Et ça se voit aussi, vous connaissez ça bien mieux que moi, mais sur le venture capital, je crois que c'est le rapport Draghi qui disait qu'il y avait 30% des licornes qui avaient été créées en Europe, qui étaient parties, et notamment aux États-Unis. Donc on a un vrai enjeu d'attractivité, et c'est assez douloureux parce que justement on fait quand même beaucoup d'efforts, je trouve, pour ça. Alors quand on se demande pourquoi, la question du volume de financement, bon, peut-être. On a évoqué aussi question de coordination ou de taille critique, mais il y a peut-être une question de ciblage. Je pense que ça, c'est un point intéressant, et notamment pour la chimie du végétal. Dans le rapport, il y a un rapport récent de Jean Tirole qui parle du Middle Technology Trap de l'Union européenne, qui dit qu'en fait, finalement, on met beaucoup d'efforts sur des industries qui ne sont pas assez disruptives et pas assez en rupture. Le problème, c'est que, d'accord, mais comment on fait pour choisir pour pick winners, qui est quand même la critique qui est faite souvent aux politiques industrielles, et d'autant plus en européen.
puisque là encore, dans les 5 dernières années, on avait un alignement des planètes extraordinaire, avec un commissaire français au poste clé, la présidence française de l'Union européenne, un parti Renaissance du président un peu en arbitre, mais ce ne sera plus le cas demain. Donc comment on fait pour choisir ? Et ça, c'est une vraie question. Mais c'est vrai que quand on regarde les top investisseurs en recherche, c'est Bosch et Volkswagen en Europe, et c'est Google et Facebook aux États-Unis. Ouais. Mais moi, je suis quand même optimiste. Enfin, j'aurais quand même dire une note d'optimisme sur la recherche, parce qu'on a beaucoup parlé du temps long. Et il y a une étude de l'IEA, alors on peut dire ce qu'on veut des études de l'IEA, mais qui dit qu'on a en gros trouvé que 30% ou que 1/3 des technologies, en tout cas à un niveau mature, dont on a besoin pour arriver au net zéro. Et donc ça veut dire qu'il reste encore 2/3 à trouver, 2/3 sur lesquels l'Europe peut se positionner avec ses forces, dont la bioéconomie, et 2/3 aussi sur lesquels elle peut se positionner si elle commence maintenant. Parce qu'on a parlé du temps long, des 20 et 30 ans, et du fait, parfois c'est dur d'avoir raison trop tôt. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire sur cette prochaine commission qui est, je crois, dont l'investiture est en décembre, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, ça, ce sera en décembre. Donc normalement un programme de travail qui serait annoncé en décembre, mais il y aura beaucoup de choses dans les lettres de mission des commissaires la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Magali Jossel, j'aimerais quand même qu'on évoque un point qui a fait de la peine à certains acteurs, le dépôt de bilan de Metex. Est-ce que ça va fragiliser les investissements dans la chimie de végétal ? Ça envoie un message clairement aux investisseurs ? Bon, alors c'est moi qui parle de l'éléphant au milieu de la pièce. C'est ça. Rapidement, et on le fera sortir délicatement. Oui, c'est évidemment un sujet douloureux, y compris pour nous, qui avons accompagné Metex Nuvista d'abord, puis Metex plus largement, et ça depuis 2018. Alors, je ne vais pas faire là l'anatomie de la chute, mais je voudrais dire un certain nombre de choses. D'abord, la première, c'est que ça va effectivement fragiliser la filière, parce que Metex faisait un petit peu figure du champion de filière en réalité, puisque on avait une plateforme de R&D à Clermont avec de l'excellence technologique qui avait conduit à la valorisation d'une première technologie par session, la réalisation d'une première unité sur la plateforme de Carlin sur des plutôt petits volumes, et ensuite la reprise du site d'Amiens. Donc on avait finalement la start-up qui était devenue industrielle, puis qui était devenue une ETI, dans un contexte où déjà au milieu des années 2010, les investisseurs, les capitaux risqueurs disaient on a besoin d'un succès sur cette filière. Et on pensait l'avoir entre les mains. Ouais, le champion était là. Je profite d'être parmi vous quand même pour vous dire que les collaborateurs de Metex, le fondateur de Metex, Benjamin Gonzalez, gardent notre plus profond respect. J'espère qu'il conserve également tout le vôtre. Et pour vous dire aussi que, à titre de consolation, puisqu'il en faut, on se réjouit néanmoins du fait que le site d'Amiens et le site de Carlin ait pu faire l'objet d'une reprise. Donc évidemment, le dépôt de bilan de Metex a un impact, puisque sa R&D, quelque part, sa plateforme disparaît, parce que, je le disais, la filière est en attente de champions. Ça va imposer aux porteurs de projets d'être encore plus complets dans un contexte où on disait déjà que les projets étaient très complexes, mais donc ça renforce la nécessité de se positionner sur des marchés de spécialité, ça renforce la nécessité d'être agile sur ces sources de carbone et sur une certaine versatilité sur ces approvisionnements. Je crois que ça doit aussi interroger tous ceux qui veulent voir cette filière se développer. En 2018, l'État avait commandé au Conseil général de l'économie, aux différents comités stratégiques de filière, agriculture, chimie, un grand rapport sur la bioproduction qui avait permis de mettre une sorte de momentum sur
un consensus général sur l'importance de cette filière en termes de souveraineté alimentaire, en termes de souveraineté technologique, en termes de leadership industriel et tout ce dont cette filière était porteuse. Vous le disiez, on a un rapport, on a un PowerPoint, il faut ensuite l'incarner en politique publique, il faut le faire dans la durée. Je pense qu'il y a vraiment le besoin de la filière d'avoir un nouveau momentum de cette nature-là. Et je pense que l'État, il ne s'agit pas de protéger la filière, il ne s'agit pas de la mettre sous cloche et d'imaginer qu'elle peut fonctionner dans une économie administrée. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais se dire que ces projets extraordinairement complexes n'ont pas en plus à porter au pied des fers lourds, que l'État peut aider à stabiliser la versatilité. Enfin, je prends un exemple. Quand on se dit qu'on est en train de parler de bioraffinerie et que ces bioraffineries ne peuvent pas avoir accès au statut de raffineur qui leur permettrait d'avoir accès, par exemple, au sucre dans certaines conditions, il y a des moments où on se dit il y a des trucs à faire. Voilà. Donc je pense que l'État doit, s'il le souhaite, l'État doit exprimer sa conviction que cette filière est stratégique et donner à la filière un certain nombre d'outils qui lui permettent de se développer plus sereinement, ce qui sera un signal pour les investisseurs. Et puis je crois que du côté également des acheteurs de ces produits biosourcés, il y a des actions d'adaptation à faire, puisqu'il y a effectivement une volonté d'incorporation, il y a la volonté d'aller vers ces produits très innovants, il y a la volonté de les acheter, évidemment sans premium par rapport aux pétrosourcés, ce qui est intégré par la filière, mais il y a aussi des délais de qualification de ces produits chez les grands acteurs qui sont extrêmement longs et qui ne sont pas forcément... qui viennent rajouter encore du temps à tout le temps qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc voilà, je pense une action de l'État en signal et en mécanisme, une action des grands groupes acheteurs de ces composants, molécules, etc., serait de nature à rassurer les investisseurs et à débloquer l'investissement. Et à retrouver des champions français. Frédéric Jobert, lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous avez souligné qu'il y avait un trou dans la raquette, je vous cite, en matière de plan, de trajectoire et même de compréhension de la part de l'administration de ce qu'est la chimie du végétal. Oui, alors je vais replacer dans le contexte, mais... comment dire, le constat que nous faisons d'ailleurs collectivement lorsque l'on prépare ce Merit Order est qu'effectivement on peut passer beaucoup de temps d'attention managériale, politique, beaucoup de temps tout simplement en discussion interministérielle sur des sujets énergétiques, bien sûr, le biogaz, les biocarburants, sur les questions alimentaires, la souveraineté alimentaire, le food, le feed, et du coup la place disponible en termes de temps de parole pour les biomatériaux et en particulier la chimie du végétal est réduite. Restreinte. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien, encore une fois, et je pense que tous les exemples qui ont été montrés, France 2030, la BPI, etc., montrent qu'il y a quand même, et d'ailleurs il y a des plans, mais force est de constater que dans une discussion plus macro sur le Merit Order et les priorités associées au bouclage biomasse, la question des biomatériaux, et je pense, n'a pas encore la place qu'elle devrait avoir, en tout cas dans ces Et pourtant, la CDV, pour l'avoir vu, prend toute sa place sur cette défense de ses intérêts, et notamment avec ce livre blanc que je vous invite à consulter aujourd'hui. Et elle a raison. Alors, ensuite, donc je pense que, les choses changent, les choses évoluent, et on est là pour ça, et donc ce Merit Order, il va se raffiner, il va se préciser. Pourquoi on en est là? Je pense qu'il y a une question de complexité des sujets. Je pense que ça a été évoqué, il y a une chimie, il y a des chimies, donc techniquement c'est quand même plus difficile à aborder. Il y a des questions politiques évidemment, avec des gens qui crient plus fort que d'autres. Une de nos responsabilités en tant que GPE, c'est justement d'être encore une fois indépendant et strictement, uniquement au service de l'intérêt général, et donc de pousser ces filières-là qui sont essentielles pour notre pays. Alors on va évoquer les travaux que vous avez publiés en juillet sur le bouclage de la biomasse. Comment ça va permettre de mieux sanctuariser cette matière? Ça, c'est vraiment le grand sujet. Et ce n'est pas nouveau comme thématique, sanctuariser la biomasse. Alors, je pense que je ne peux pas utiliser le mot sanctuariser parce que sinon je me ferais égorger pour le coup par certaines filières. Alors, vous pouvez utiliser le mot égorger, mais pas sanctuariser.
Non, pour reprendre le propos que je développais tout à l'heure sur, il y a un devoir de réalité, de réalisme qui nous engage tous, qui est on ne peut pas travailler avec des matières qui n'existent pas. Donc il faut rentrer quelque part dans le bouclage physique qui s'impose à nous. Il faut faire rentrer l'édredon dans la valise. Donc, la première chose est de comprendre, de documenter, de calculer, de suivre, d'estimer ce décalage-là, et ensuite de définir nos priorités et de mettre en place les politiques publiques permettant de nous aligner. Et la difficulté que j'évoquais tout à l'heure, elle est double. D'une part, définir les priorités, c'est très compliqué par nature parce que tout le monde va tirer la couverture à soi, mais ça, quelque part, c'est, je dirais, l'enjeu du politique. Mais c'est aussi compliqué techniquement, parce qu'il y a la question, par exemple, de quelle est l'échelle géographique à laquelle vous faites ça. Et la question de l'allocation des besoins de la biomasse, la réponse ne va pas être la même dans le Jura que dans le nord de la France. Donc, tout est fractal en vérité. Et ensuite, un usage peut être intéressant dans un contexte pédoclimatique et n'est pas dans un autre. Et ensuite, pour avoir un usage, c'est souvent un coproduit d'un autre usage. Et donc, un usage peut être considéré comme étant non pertinent, mais en revanche, son coproduit l'est. Donc, voilà, le diable est vraiment dans les détails. Et il faut néanmoins qu'on arrive à fixer une vision politique qui soit suffisamment compréhensible par les industriels, je dirais par la société civile, pour savoir où on va, et en même temps qu'elle prenne en compte cette complexité-là. La deuxième, c'est, comme je l'ai dit, sortir de la slide PowerPoint. Donc, on a fait un recensement de toutes les politiques publiques ayant un impact sur notre consommation, notre production de biomasse, surtout notre consommation de biomasse. Donc, par politique publique, je veux dire, bien sûr, d'abord les subventions. L'État met de l'argent, France 2030, la banque publique, des subventions annuelles type Fonds Chaleur, type MaPrimeRénov', etc. Ça peut être des incitations économiques du type fiscalité, donc des exonérations de TVA, des exonérations de TICPE, et ça peut être ensuite des outils extra-budgétaires, par exemple la tirure verte que vous connaissez tous sur les biocarburants, par exemple les certificats d'économie d'énergie, ou ensuite des conditionnalités associées à diverses politiques publiques, et je passe ensuite à la réglementation, etc. Donc, si vous identifiez tous ces objets-là, on en a à ce stade identifié un peu plus de 100, grâce encore une fois à l'ensemble de nos collègues, et ça déplace de l'ordre de 5 milliards d'euros d'argent public, d'argent du contribuable ou du consommateur d'énergie chaque année. Donc c'est très significatif. Et ensuite, notre travail, c'est de dire, est-ce que ces 5 milliards, ils sont dépensés dans l'ordre du merit order ? Donc on fait ce travail-là, et puis ensuite, essayer de proposer, encore une fois à la représentation nationale, de proposer à notre gouvernement des orientations qui permettent de remettre tout ça. C'est quoi la prochaine étape sur ce travail ? Je pense que le travail interministériel, il continue. Ensuite, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites dans le cadre du travail budgétaire. J'en dirai pas plus. Ensuite, il y a des choses qui nécessitent des éléments plus législatifs, et donc on s'inscrira dans le calendrier parlementaire. Disons que il n'y a pas une fin spécifique. Je pense qu'il faut utiliser les véhicules législatifs, réglementaires, budgétaires, etc., qui existent, dans lesquels on va petit à petit passer les propositions pour remettre tout ça en cohérence. Entendu. J'aimerais, le temps file, j'aimerais qu'on finisse ce débat sur la concurrence. Je crois que c'est important qu'on revienne là-dessus, au-delà de la question de la sanctuarisation de la biomasse. Comment l'Europe peut prendre des mesures concrètes pour faire face à une concurrence extrêmement agressive ? On a noté une hausse inédite du nombre d'enquêtes anti-dumping ouvertes par la Commission européenne. Est-ce que ça suffit ? Alors, vaste question, et je crois qu'on n'a pas le droit de répondre autre chose, surtout face aux acteurs de la filière, que oui, on espère que ça suffit et on va faire plus. Mais ce qui est sûr, c'est que le contexte change très vite, le contexte de guerre économique, avec les États-Unis qui deviennent de plus en plus protectionnistes, la Chine qui monte en puissance, le Sud global qui se recompose, et du coup ça oblige d'être très agile et très réactif aussi dans les politiques publiques qu'on déploie. Alors pour être plus compétitif, il y a évidemment toutes les mesures de soutien à l'industrie, depuis les mesures européennes jusqu'aux mesures nationales dont on a parlé. Et puis après, il y a les mesures défensives. Vous l'évoquez, il y a une dizaine à peu près d'enquêtes anti-dumping ou anti-subvention qui sont ouvertes dans le secteur de la chimie aujourd'hui. Et il y a des nouveaux instruments qui ont été créés dans les 2-3 dernières années pour essayer de répondre aux attaques et à la perte de compétitivité, tout simplement, des filières européennes. La grande difficulté, c'est que l'Union européenne, c'est le continent le plus exposé au commerce international.
Et donc on est à la fois très vulnérable en termes de chaîne d'approvisionnement, on est aussi vulnérable aux mesures de rétorsion. Donc on danse donc les représailles, la peur des représailles. On le sait sur ce que la Chine a, dès qu'on bouge un pied sur les voitures, la Chine bouge un pied sur le cognac, les produits laitiers, la chaîne de valeur de l'apéritif à la française. Et donc du coup c'est assez difficile, et je pense qu'une des manières aussi de réagir, c'est de construire une filière qui peut réussir à l'export et qui peut du coup être non seulement subvenir aux besoins nationaux, mais en sortant de notre cloche de verre, réussir à l'export. Merci. On va prendre une ou deux questions. Ouh là là, j'allais dire 2 questions, il y a 3 bras, c'était les plus rapides. Madame, un micro vient vers vous. Je vais vous demander de faire court, vous présenter d'abord. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Élise Bourmeau de chez Greenflex. J'ai des questions qui s'adresseraient à la fois à M. Jaubert et à M. Bréban. Après le propos de Christian de Pertuis, qui nous a rappelé que finalement la première urgence c'était de non seulement préserver mais régénérer le vivant. Donc à quoi sert de sauver le climat si ce n'est pour sauver le vivant, d'une part, premier précepte, mais ensuite le vivant va mal. Vous venez de citer tout un tas de politiques européennes, et notamment le pacte vert, qui pour moi ne se limite pas à la neutralité climatique, mais prévoit aussi une transition juste et aussi une économie plus sobre en ressources et respectueuse des écosystèmes. Où se situent les prochains textes en faveur du vivant, aussi bien en France qu'en Europe, qu'il s'agisse d'éducation, avec un baccalauréat qui nouvelle formule, délaisse complètement les SVT. Deuxièmement, en termes de recherche, en termes de sensibilisation, formation continue, parce que vous l'avez dit vous-même, et vous avez eu l'honnêteté de le dire, on n'est pas toujours compris quand on parle de ça. Donc comment on équipe tout le monde pour comprendre le vivant, et comment on en fait un atout au niveau européen et français, à la différence des États-Unis qui n'ont pas signé l'accord de Kunming-Montréal, à l'approche de Cali, Colombie, pour aller dans les 2/3 de technologies que vous citez, aller chercher des solutions fondées sur la nature, se démarquer et finalement passer la branche sur laquelle nous sommes assis. Merci. Qui souhaite prendre la parole ? Je vais commencer rapidement. Merci beaucoup pour votre question. D'abord, très concrètement, sur les prochaines étapes et les textes en cours, il me semble qu'il y a une étape importante qui d'ailleurs va nous concerner tous dans cette salle, c'est la transposition d'un certain nombre de textes européens, je pense à RED 3 et RDUE, qui sont des éléments importants, je pense sur lesquels il y a un véritable consensus sur le sens de ces législations, et encore des débats sur la manière technique de les mettre en œuvre. Donc ça va quand même nous occuper, et en tout cas, mon souhait personnel est que ça ne nous occupe pas trop longtemps, pour qu'on puisse les mettre en œuvre. Et ensuite, une réaction par rapport à la deuxième partie de vos propos que je partage aussi fortement, à la fois un constat d'étonnement et une vraie frustration que j'ai après 2 ans dans le service public au SGPE, c'est à quel point la transition écologique, la question du vivant, n'est pas encore la priorité de tous. Alors je constate que c'est le cas maintenant de l'industrie, je m'en réjouis, mais il y a des ministères, un certain nombre d'administrations et de ministères qui considèrent que ce n'est pas leur priorité. Par un manque de compréhension. Moi, je pense par exemple au ministère de l'Éducation, au ministère de la Culture, au ministère du Travail, qui ne vont pas nier ces éléments-là, mais qui vont toujours le prendre en deuxième ordre et un peu comme une contrainte. Et mon souhait, c'est, et d'ailleurs on commence à le faire avec eux et je les en remercie, c'est de remettre la question de la formation, la question de l'éducation au centre des centres d'énergie, parce que si on ne change pas là-dessus, on n'ira pas assez vite. Une question de culture. Une deuxième question rapidement, s'il vous plaît, monsieur. Oui, merci pour cette intéressante table ronde. Alors, moi, je mettrais en avant un point. Vous avez souligné effectivement les États-Unis, la Chine, qui éventuellement récupèrent des licornes, etc. Moi, ce que je vois pour la bioéconomie, ce que je vois par rapport aux États-Unis, notamment et à la Chine, c'est qu'on a beaucoup de développement, beaucoup d'innovation, et on a aussi en même temps, parallèlement, beaucoup de réglementation. Et moi, je vois que la réglementation, de temps en temps, malheureusement, bloque l'émergence de l'innovation, et parfois des innovations qui arrivent, qui sont à maturité. Et ça, c'est un point qui, au niveau européen et français, est peut-être un point aussi qui fait que, quand nos innovations arrivent à terme, elles sont parfois reprises par les États-Unis ou la Chine,
qui sont beaucoup moins, je dirais, pointilleuses sur la réglementation. Je laisse vous présenter, monsieur. Vous êtes... Pardon, Christophe Douquic-Boissoudy, je suis le président de la FCB, Association française pour les biosourcés compostables. Vous avez un mot, c'est votre spécialité, la concurrence. Avec beaucoup d'humilité, ce que j'ai entendu de quelques industriels, c'était que la Chine montait énormément en gamme dans ses normes environnementales et que aux États-Unis, c'est très inégal, mais en tout cas parfois c'est porté par les entreprises elles-mêmes. Mais je pense qu'effectivement vous pointez du doigt le fardeau de la réglementation. Toutes les entreprises nous le disent, on en a parlé, c'est une vraie priorité. Parfois, je me dis comment on en est arrivé là. On utilise beaucoup le levier réglementaire en Europe, on adore ça. Les Européens, quand ils ont lancé l'Inflation Reduction Act, ils ont fait des crédits d'impôt. Nous, on était là, c'est tout. Oui, c'est tout. C'est pas plus sophistiqué que ça. Et on ne sait pas si ça va marcher, mais peut-être que le fait de souhaiter faire... on est tous tiraillés, je pense, État comme entreprise, dans cette contradiction entre vouloir faire la transformation un peu cathédrale dont parlait Madame, où finalement on prend en compte tous les effets... Très systémique et holistique. Très systémique, et en même temps le faire avec le moins de complexité réglementaire, réglementaire possible. On espère qu'il y a des solutions tout de même. Merci à vous. On peut applaudir nos intervenants pour... je vous laisse rejoindre. Merci beaucoup. Merci d'avoir été aussi transparent, c'est agréable. J'espère que vous avez apprécié cette matinée assez dense qui va, j'espère, ouvrir les champs du possible sans jeu de mots. Place au mot de la fin avec vous, Monsieur le Président. Merci d'accueillir Bernard Chaud. Merci, chère Natacha Felous. Merci à tous. Moment un petit peu difficile que celui d'essayer de tirer la substantifique moelle. Tout d'abord, je voudrais tous vous remercier très chaleureusement parce que j'étais impressionné par la qualité des propos. Vous remercier parce que le biosourcé, la chimie du végétal n'est pas votre seul sujet de préoccupation, mais vous avez pris du temps pour venir avec nous, donc ça prouve que c'est un sujet très important pour vous. Et donc voilà, nous en sommes d'autant plus honorés. Voilà, nous ne sommes pas le seul sujet, mais il vous intéresse, et ça c'est très, très bien. Voilà, j'ai essayé de retracer peut-être quelques moments forts. D'abord avec Madame le sénateur Vanina Paoli-Gagin qui a souligné l'importance d'une volonté politique forte et d'une approche politique globale pour soutenir le développement de nos filières en vue d'une transition écologique et industrielle réussie. Elle a également éclairé l'implication du législateur pour soutenir les secteurs d'avenir et dans l'accompagnement de la montée en puissance des solutions biosourcées. Et puis, elle a illustré le rôle de l'agriculture, le rôle de la forêt, celui du CO2 biogénique dans la transition. Et je pense que c'est des points qui nous tiennent à cœur. La rétrospective des 15 ans a montré l'évolution de notre filière, la place centrale qu'elle a prise dans la transition écologique de l'économie du pays. Et merci à nos anciens présidents d'avoir mis en lumière ce chemin parcouru et les progrès réalisés. Alors, M. Depertuis, lui, nous a mis quelques fondamentaux du carbone vivant. D'abord, que le carbone vivant fait face à un carbone fossile au prix quasiment bradé, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. En tous les cas, il est trop bon marché. Voilà. Donc ça, il faut qu'on s'en rappelle. C'est quand même une difficulté, c'est quand même une vérité que nos entreprises rencontrent. Qu'il faut prendre soin des océans, des forêts et des champs pour la bonne vie de ce carbone vivant. Et qu'il faut respecter les équilibres tout en se méfiant des modèles économiques. Ça, c'est ce que j'ai bien noté, les modèles économiques. S'ils fonctionnaient, on le saurait. Bien, alors, la table ronde, elle a passé en revue, elle a approfondi les enjeux de compétitivité et de souveraineté industrielle. Bien sûr, les implantations régionales, la régionalisation de nos affaires, c'est un point fondamental que cette dimension régionale, et je suis très content que la table ronde ait pu le faire ressortir.
Le financement du temps long, dont nous avons parlé de notre côté, et c'est quand même rassurant que la BPI partage cette analyse sur cette difficulté du financement du temps long, ou sur cette importance du financement du temps long. Le sujet de la résilience face à la versatilité, parce que bien évidemment, quand on est dans la recherche, on regarde les choses à un point donné, mais en fait, la versatilité, c'est que ça bouge sur 15 ans. Tout à l'heure, on a parlé de Metex, on a parlé du sucre et de pouvoir accéder à du sucre. Ben, il y a 10 ans, on avait une super organisation commune de marché européenne qui protégeait contre ces difficultés. On l'a bazardé, et puis au bout de 15 ans, flûte, on n'a plus les moyens de s'en sortir. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Donc, la versatilité, ça, c'est un truc dont on se méfie jamais assez. Le bouclage de la biomasse et la place des bioproduits dans le bouclage de la biomasse. Donc là, on va tout à fait partager les propos qui ont été tenus dans la table ronde. On en a parlé tout à l'heure, on va peut-être pas trop revenir dessus. La place de l'Europe, moi j'ai noté le pacte vert européen avec un risque de paradoxe, un risque de fragmentation et un intérêt pour renforcer l'antidumping. Peut-être tout ça sont des choses qu'il faut souligner. Voilà peut-être certains points que j'ai pris comme ça à la méthode un peu impressionniste et qui vont nous amener au fait que voilà, il y a des perspectives prometteuses, mais des défis à surmonter qui sont significatifs pour que cette chimie du végétal reste un levier stratégique de la transition. Pour réussir cette transition, à la fois du côté décarbonation et côté réindustrialisation, que nous avons tous partagé, il n'y a pas que la décarbonation, il n'y a pas que la réindustrialisation, il y a les deux. Voilà, nous avons une position assez diversifiée dans notre livre blanc que nous avons présenté et dont je veux souligner 3 orientations majeures. Donc, un cadre économique incitatif. Le carbone fossile, il est trop bon marché, donc il faut un cadre économique incitatif, simplifier l'accès au financement et garantir une concurrence loyale. Mais je ne l'ai pas inventé, on l'avait écrit à l'avance, tout ça, ça a été dit dans les tables rondes. Voilà. Donc je vous invite à prendre connaissance de l'intégralité de ce livre blanc qui est à votre disposition, je crois, dans la salle. Sophie, il y a des exemplaires, et qui sera mis en ligne sur notre site internet à l'issue de l'événement. Donc, dans les années à venir, une ambition claire, continuer à œuvrer ensemble pour faire de la chimie du végétal un moteur essentiel de la transition écologique et de la réindustrialisation du pays. Donc, avant de nous quitter, je vous adresse de nouveau un grand merci pour toutes vos interventions, votre attention, les échanges. Donc, je suis ravi de vous inviter au cocktail déjeunatoire qui aura lieu dans les salons voisins. Voilà, donc c'est une très belle occasion de prolonger les échanges de manière conviviale, de rencontrer nos adhérents et de rencontrer les intervenants de la matinée. Et puis, vous avez même la possibilité, je crois que Christian Depertuis va pouvoir dédicacer des exemplaires à ceux qui en auraient envie. Voilà, donc merci à tous pour votre engagement, votre présence, votre soutien indéfectible. Et je vous souhaite un excellent repas et de très bons échanges. Merci à tous.